الأخوة تزوج الأوان أن صوفي يسون تملي تاقيا قوساقيا تملي تسنة وندهقيا في المزغة. Donc bonjour tout le monde, bonjour à toutes et à tous, bienvenue à l'émission Awelni Maziran que Thamazra vous propose sur Radio Fréquence Paris Pluriel 106.3. Aujourd'hui, on a parmi nous comme invité Nadia Matoub. Nous avons Eve qui est kurde, qui va nous parler de la situation kurde. Et nous avons Sylvain et Aurélie qui sont là pour le comité CSIA. Voilà, donc en attendant de donner la parole aux invités, nous allons revenir sur, d'abord, on doit présenter nos excuses. Sur Saratas Atas, nos excuses pour cet incident. Des Bougedes. Voilà, des Bougedes, exactement. Mais bon, c'est normal, de nous donner des Bougedes. Voilà, c'est un incident qui est hors de notre volonté. Indépendant. Voilà, donc on va essayer de faire mieux la prochaine fois, on vous le promet. دونك اولني مزيغا اكني تيدنا تيقلتني عدان تسادويل تيتهكي ثمازغا افريد ايواكور الاثنين مزوالو نيا لاكور دي السبعه انا ما 8:30 دونك ليميسيون اكيني تدويل تاكي زمر ما تسلم غاف في راديو فريكونس باري بلوريال 106.3 ذا راديو يقلان ذي الباريان الساكيني ادناوي اول اتص في ثمورة القبايل اشو غرض نهضر في ثمورة القبايل خاطر اتص الحوايج يقدرون ثقارياكيا يعني نقول تصياكيا ضرورت الحوايج ماشي كان من ثقارياكيا مي ثقارياكيا اتص الحوايج يقدرون في ثمورة القبايل الحوايج ونزميرارا اثنجد عديد كانكا اي بي الحوايج اللي قاعد تزار الغاشيه اي بي لقد فهم الغاشي ديالنا ذاك ونزميرارا نتفق ماشنا ونزميرارا انج اذافون الجزائري ادي يروح ادي يخدم اكن يبغى يالنا نكوني غنسوسم يوث دي تلوفا على دناوين جوستومون ساكيا ذاين دي دارون دي ثورت موسى ذيك خام الناس معطوب ايمي اذافون الجزائري يسعي سامبلون يوخاماكيا. On aura tout le temps d'en parler tout à l'heure. Donc aujourd'hui, on va évoquer la situation en Kabylie, une situation quand même qui est pour le moins inquiétante dans la mesure où l'État algérien n'arrête pas ses agressions répétées sur les symboles kabyles, sur la langue kabyle, sur la culture kabyle, sur l'existence même de la kabilité. Et bien sûr, il nous paraît anormal qu'on se taise ou qu'on laisse faire. Un pouvoir, certes, qui a beaucoup d'argent, qui use de ses richesses pour renforcer ses forces militaires et pour essayer de corrompre la société. Mais ce n'est pas une raison pour qu'on puisse laisser ce pouvoir agir comme il veut en Kabylie, un pouvoir bien sûr qui n'a qu'une chose dans la tête, c'est l'éradication de la kabilité et l'assimilation des Kabyles et de l'ensemble des Amazirs, leur assimilation par l'arabisation et l'islamisation. Donc nous allons parler de la situation de manière générale et notamment de la situation catastrophique. Et aujourd'hui, ce sera donc Thamila, qui a quand même passé quelques semaines en Kabylie cet été, mais en même temps qui suit la situation en Kabylie au sein de Thamazra, qui connaît la Kabylie parce que c'est une Kabyle, et qui va nous faire un petit topo, un petit topo sur la situation en Kabylie aujourd'hui. Mm-hmm. Oui, Tanimir Massine, merci beaucoup. Alors, c'est vrai que quand on avait programmé et essayé de préparer donc, les choses à dire pour cette émission, je pense que je ne suis pas la seule personne revenue de Kabylie cet été, cette rentrée, je voulais dire. Les choses sont inquiétantes et je pense que tout
toutes les personnes qui y vont et toutes les fois où on y va et on revient, on remplit nos yeux, nos têtes, tout quoi, notre corps des difficultés ou du changement, pour dire, parce qu'il faut pas le dire dans toute négativité, on va dire. Restons un petit peu, disons, objectifs, enfin, si on est objectif, on est pessimiste, hein. Mais disons que, enfin, en tout cas, j'essaierai de ne pas alimenter cette espèce de, comme disaient les anciens, de sinistrose ambiante. Quand on va et qu'on revient de Kabylie. Alors c'est vrai que tu as dit, Massine, que le pouvoir algérien est en mode agressif par tous les moyens. Et j'ai beaucoup fait travailler mes petits neurones et ma petite tête, et je n'ai pas réussi à trouver l'angle par lequel il fallait commencer pour parler de la Kabylie. C'est tellement énorme et le changement est tellement énorme lui aussi. La situation, je dirais, est tellement catastrophique. En fait, elle nous atteint aux tripes et que je n'ai pas réussi à trouver autre chose que des exemples concrets à raconter. C'est la meilleure façon. Je ne sais pas si c'est la meilleure façon, parce qu'en fait, ce sur quoi je voudrais peut-être, ce par quoi je voudrais commencer, c'est une espèce de constat et de choses concrètes qui sont arrivées, que j'ai vues. Alors, je suis allée donc en été. Il y a des fois où je vais en été, des fois où je vais au printemps, ça dépend des moments, mais là, je suis allée en été. Et donc, l'été, c'est la saison des mariages, comme tout le monde sait. Donc, c'est marrant parce qu'il y a des choses qui se passent et qu'on dit, oui, l'islam en Kabylie, il recule, ou certains disent, ouais, mais non, il y a des gens qui luttent. Mais en fait, c'est totalement faux parce que la société vit au rythme de l'islam, malheureusement. Donc en Kabylie, ça c'est la première chose. En Kabylie, quand on va l'été, on y va, les gens ne se marient qu'en été parce que d'abord, soyons réalistes, il y a aussi les vacances scolaires qui déterminent la saison des mariages, comme on l'appelle. Mais il y a surtout la disponibilité mentale et religieuse des gens. Et ces dernières années, donc, disons, le calendrier de cette religion détermine un peu les choses et raccourcit la période des mariages, parce qu'il y a toute une période où les gens sont privés de tout, de vivre selon cette religion. Donc, ils laissent les fêtes et tout ça, et la vie ordinaire, ils la laissent pour après. Donc, tout le monde attend. Donc, ce qui fait que des fois, les gens, ils se retrouvent à devoir faire 3-4 mariages dans leur même famille pour la même semaine, parce que tout est raccourci, tout est condensé, c'était le mot que je cherchais. Alors, il y a un événement qui m'a frappée, donc en dehors de ça. Il y a un événement qui m'a frappée dans les nouvelles, qui va être très franchement, très certainement bientôt une tradition kabyle. C'est que maintenant, il y a une mode, c'est que les gens se marient dans les salles des fêtes. Voilà, ils louent des salles. Donc, ce qui peut être très bien, hein, après tout. Sauf que, en fait, pour célébrer un mariage, les gens, la jeune femme invite ses proches et ses amis, fait une cérémonie. 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, on ne sait pas, peut-être oui, jusqu'à 3 semaines après, son futur mari, donc le jeune homme, fait la même chose. Donc, il invite les proches et il va la chercher. Et voilà. Donc, je me suis un peu... J'ai posé la question. Alors, certains m'ont dit, ouais, mais les Turcs font ça. Voilà, après tout, c'est bien. Ou les Chimensir, ou les Tarozokaron. Ouais, puis, entre-temps, les familles ne se croisent pas et chacun fait sa life. Voilà. Ça, c'est un premier événement qui m'a un petit peu frappée. Deuxième événement, donc j'ai assisté à un mariage d'une jeune femme, de plusieurs jeunes femmes, mais en tout cas d'une qui m'est restée en tête, où je voyais que c'est bizarre quand même. Il n'y a que des femmes autour de moi. Et les mariages en Kabylie, c'est pas ça, quoi. Ben non, en fait, dans les salles, à l'intérieur de la salle, c'est réservé aux femmes. Donc, il y a bien une séparation. Les hommes sont soit à l'extérieur, soit dans
dans des cafés autour, soit il y a bien un espace réservé à eux, quoi. Et voilà. Donc, alors, je passe les détails, tout le monde a vu. J'ai pas envie de revenir là-dessus, tu vois. Il y a plein de voilés, plein de machins. Bon, après tout, c'est aussi une agression, mais donc dans les villages, hein, maintenant. Mais ça date pas de cet été. Ça fait très longtemps que ça a commencé. Donc voilà, un des faits, un des exemples concrets. Un autre exemple concret, donc ça c'est pour juste dresser une espèce de panorama, je te vois te décomposer. Une autre chose qui m'a frappée, j'ai commencé par les mariages parce que je trouve que c'est festif, tu vois, c'est l'été, ça parle de ça. Les gens n'ont pas conscience que c'est une agression. Un autre exemple, c'est quand n'importe qui, je mets au défi ceux qui sont partis, je mets au défi les gens qui voudraient conduire en Kabylie. C'est juste pas possible. C'est-à-dire qu'il n'y a pas... Il n'y a pas disons, quelqu'un qui est normalement constitué et qui a passé son code de la route et tout, et qui pourrait te dire « Ah ouais, c'est chouette, c'est génial, chacun se respecte, il y a de toute façon un code pour réglementer les choses. » Donc, il n'y a aucune intervention, bien sûr, des soi-disant autorités, mais pourquoi pas, hein, après tout, on laisse faire l'anarchie. Ouais, j'avais pire comme mot, mais bon. Donc ça, c'est aussi quelque chose... en fait, ça traduit... On disait à un moment, j'ai entendu quelque part qu'il y avait une espèce de démission, mais vraiment, il y a... j'ai l'impression que les gens ne veulent pas vivre ensemble, parce que chacun fait ce qu'il veut, chacun se sent dans son truc. Et... Alors, bien sûr, les histoires... voilà, les histoires de vivre ensemble, de comportement, de saleté, de gens qui jettent les trucs par les bagnoles et tout. Mais en fait, j'ai l'impression que voilà, on n'a pas envie de vivre ensemble et on n'a pas cette espèce de respect des libertés des uns et des autres. Et donc chacun, et que certains en profitent pour faire leur loi. Donc quand tu as quand tu as, je sais pas, un festival qui a été récupéré et qui est donc financé, donc l'argent coule à flot, à gogo, bah, ceux qui ont l'argent et c'est eux qui dictent les normes. Et donc, en face, il n'y a pas de réponse. J'avais quelque chose qui m'avait le plus... frappée. Je suis arrivée et dans les 3 premiers jours, il y a eu deux suicides et un assassinat en Kabylie, à des villages à 2 ou 3 kilomètres de distance, et tu vois, tu essaies de comprendre, et en fait, j'ai l'impression, je suis désolée, c'est tellement un tableau noir que tu te dis, il y a un mal-être, il y a une situation qui est juste explosive, et donc le mal-être, la réponse, c'est on se tue entre nous ou on se tue soi-même. Et voilà, et une petite anecdote pour finir, parce qu'il faut bien finir par quelque chose. C'est pas une anecdote, à vrai dire, mais dans les plages, tout le monde a écouté, hein, un feuilleton d'un citoyen, disons non kabyle, qui est venu passer des vacances à Vgayeuse, qui aurait été tué par ce qu'on a appelé les parkingers, un phénomène nouveau des Smalls. C'est les gens, c'est-à-dire qui réquisitionnent des parcelles, des parties de la route, des terrains, pour que les festivaliers, pour que les estivants puissent garer leur voiture. Et donc, ces gens-là, on ne sait pas qui ils sont, même si certains... Les parkingers, il faut quand même rappeler que les parkingers, comme beaucoup d'autres voyous qui agissent en Kabylie comme ailleurs, ce sont des gens généralement, qui sont engagés ou qui travaillent avec les services de renseignement algériens, avec la police. Donc, ils sont protégés par là. Ils sont protégés. C'est comme les dealers, c'est comme les trafiquants, c'est comme beaucoup de réseaux qui sont en train vraiment justement de détruire, qui sont au fait mis en place et qui sont couverts et protégés par la police algérienne et la gendarmerie. C'est surtout ça qui est frappant. C'est-à-dire que pour un œil, on va dire, qui n'est pas habitué,
c'est qu'on a vraiment cette impression qu'il y a des espèces de leaders, c'est-à-dire des gens qui dictent des normes. Bon, c'est comme, c'est bête, hein, c'est comme, c'est tout aussi simple que quelqu'un arrive et te met ça arrive, c'est zgourer. Voilà. Et ben, moi, je dis pas que ces gens-là sont prêtés généreux. C'est voilà, c'est comme ça. Il y a quelqu'un qui dicte une norme. Là, il se trouve que pour ce qui s'applique sur les parkings, sur les routes, parce que c'est aussi ça, hein, sur les assassinats, tout ça, c'est des gens qui savent pourquoi ils font ce qu'ils font. Il y a une impunité, il y a une impunité concernant tous ces gens-là. Tout. Alors que à je côté, reviens oui. juste, je reviens sur les histoires de plage parce que voilà, ceux qui gardent. Alors, ils te donnent l'impression qu'ils essayent de mettre de l'ordre. Parce que c'est toujours ça, tu vois. Pour répartir l'espace plage, le peu d'espace. Alors maintenant, donc, la Kabylie est devenue un lieu touristique pour les non-kabyles. Et en fait, ils mettent de l'anarchie un peu de façon... En fait, j'ai l'impression qu'on pousse les gens à se bouffer le nez. Tu vois, c'est vraiment ça. Je suis désolée, j'ai pas d'autres mots. Oui, donc t'as fini, non? Parce que j'ai quelque chose moi à dire par rapport à ça aussi, juste pour un complément d'information. Et il ne faut pas oublier que l'État algérien, donc autant ces assassins, ces gens, ces parkingers qui agressent, ils agissent en toute impunité, mais en même temps, le pouvoir algérien, la police et la gendarmerie algérienne, il a une facilité incroyable à agir sur les militants des droits de l'homme, sur les militants des libertés. Par exemple, il suffit qu'un groupe se réunisse quelque part, on les arrête, on les met en prison pour ne serait-ce qu'une demi-journée. Nous avons vu énormément, des dizaines, voire des centaines de militants souverainistes, indépendantistes, autonomistes qui sont arrêtés pour rien, parce qu'on les arrête, ils circulent dans leur voiture, on les arrête, on les embête, on les embarque dans les commissariats, et puis vous avez par exemple des gens pendant le mois là dont tu parlais tout à l'heure, le mois de, disons-le, pour les musulmans, ils l'appellent le mois de Ramadan, mais tout le monde n'est pas concerné par ce mois, notamment ceux qui ne sont pas musulmans. Il y a énormément de citoyens qui sont arrêtés, qui sont même condamnés parce qu'ils ont mangé, parce qu'ils ont bu, parce qu'ils ont fumé. Donc un État qui a les moyens de s'occuper des gens qui fument pendant ce mois, des gens qui circulent, qui vont faire une réunion et les arrêtent et les embêtent. Il a le temps de faire tout ça, alors qu'il n'a pas le temps et les moyens entre guillemets, d'arrêter les assassins, les malfaiteurs. Il y a un problème. Il y a un problème, au fait, encore une fois, c'est pour ça que moi je dis, je le dis, je l'assume, ce sont les renseignements algériens, c'est la police algérienne qui protège et qui, finalement, qui salarie, qui emploie ces malfaiteurs. Oui, et il y a vraiment, excuse-moi, il y a une sorte de harcèlement, en fait. Harcèlement, mais qui est visible, en fait. Et puis, il ne faut pas oublier que, c'est-à-dire que depuis déjà un moment, on s'attaque à tout ce qui est symbole de la Kabylie et on essaye d'agresser ces symboles par l'injection de choses qui sont parfois étrangères, mais en tout cas qui sont nouvelles. Par exemple, la façon dont le voile islamique est rentré en Kabylie, c'est grave, c'est-à-dire que ça devient vraiment très agressif. Le nombre de mosquées qui poussent dans les villages, dans des petits villages parfois qui n'ont pas les commodités quotidiennes nécessaires au quotidien, on leur installe une mosquée de 2-3 milliards. Donc c'est quand même très très grave ce qui se passe en Kabylie. Alors excuse-moi, juste tu me fais penser parce que c'était prévu aussi dans les choses qui font, voilà, c'est que qui m'ont fait penser à cette espèce de ils doivent se bouffer, enfin les Kabyles doivent se bouffer entre eux, en fait, où tu as des villages où quand des gens essayent de résister, parce que ça n'est un secret pour personne que l'islamisation de la Kabylie, l'islamisation forcée de la Kabylie est en route depuis plusieurs années. Ça n'est vraiment celui qui pourrait dire le contraire enfin voilà. Et ceux qui essayent de résister, ceux-là, ils sont
ils sont vraiment poussés à bout. Ils peuvent être emprisonnés, ils peuvent être arrêtés, mais Soura, en fait, c'est sournois. On va utiliser les gens même des villages pour ne pas les laisser faire. Et ça donne quoi? Ça donne des rixes entre des gens qui ont voulu ériger une place pour que ils sont devenus chrétiens après tout. Pourquoi pas? Si les musulmans doivent du respect pour les autres, tout autre religieux doit le même respect pour les autres. Donc, je ne vois pas pourquoi il faut respecter les musulmans qui doivent construire des mosquées, mais il ne faut pas de lieu de culte pour les chrétiens. Eh bien, les musulmans, donc ceux qui sont dits musulmans du fait d'Arthania, c'est eux-mêmes qui se sont levés contre les chrétiens d'Arthania qui n'ont pas voulu. Ils les ont empêchés, ils leur ont interdit de construire, d'avoir juste un lieu de leurs propres moyens. C'est-à-dire, je ne dis même pas que c'est l'État, on est loin là, hein, mais c'est personne d'autre qui finance ce lieu. Ce sont leurs propres moyens. Ils ont décidé de construire un lieu juste pour se réunir en tant que chrétiens. Eh bien, ils n'ont pas pu le faire. Voilà, et il y a plein d'anecdotes comme ça. Je pense qu'Erich va nous lancer une petite musique pour faire... baisser un peu. أتنغول كي أنا إيريش مدرسة جنق نقل موت غيره ماذا لهلك ذي دخل قنو يسدي غيره مدرسة جنق نقل موت غيره ماذا لهلك ذي دخل قنو يسدي غيره ويبني كل هذه السمسن ولا ذي الموتة سماح غاسن سماح ماسن وذن تلسو غيره أخ سماح غاسن سماح ماسن وذن تلسو غيره وحقي ثمني ويزلل ذي الباطل اقسم الطوثي وتسقر قريب دجل وحقي ثمني ويزلل ذي الباطل اقسم الطوثي وتسقر قريب دجل هايو الري غاضر يبغوني صار اني في القبايل ملكومي صار انا غجا دار من العروس كني غيدل ملكومي صار انا غجا دار من العروس كني غيدل أسكت ساقوذ ما ذي يغضر أسكت ساقوذ ما ذي يغضر الساقيت الدناغ سيدي سوى يحضر الساقيت الدناغ سيدي سوى يحضر ميكس لاد سودا الرصغ نطرغ دسنا صفان جرجر ينايا السوق تروك سيد الجمع غيدنا العمر ينايا السوق تروك سيد الجمع غيدنا العمر ثمورثي وثنسرد تافت تجوجي ثمورثي وثنسرد تافت خسيت العمري ود كل انت دويت خسيت العمري ود كل انت دويت تماسي غتتبان يشتري حاسد الزمان خس حرشة غروات اوي ذاك يغران بالتسنية مغبان سيسديت تسوات 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 اوي ذاك يغران بالتسنية مغبان أبريدي والقول قوس الاثنين الاثنين مزوالون هي لاقول ذي السبعة الماد 8 ونص هذه راديو فريكونس باري بلوريال 106.3 دونك انكمليه تدويلتنا كواساكيا اول نقول ذاك كثوره في ثمور القبايل الطاس ماشي ديوثي كذا روندي ثمور القبايل
أطاس أكيد غساقي ثورة أطاس العباد يكتوحبسن أطاس العباد يكتوهوثن أطاس العباد qui vivent des situations parfois même dramatiques. Mais on a choisi aujourd'hui de nous intéresser à une question très très grave qui est pour nous une agression sans précédent à la Kabylie, puisque ça touche un énorme symbole, un symbole non seulement de la Kabylie, mais un symbole de Tamazgha. Ce symbole, c'est l'Ounes Ma'toub. L'Ounes Ma'toub, c'est quelqu'un qui a été le symbole de tout un peuple, de toute une jeunesse, puisqu'il arrivait, pour le dire simplement, à dire plus haut ce que l'ensemble des Amazirs pensaient plus bas. Il a porté le combat amazigh, il a porté l'espoir de toute une jeunesse pendant des années. Il y a 30 ans, ils lui ont tiré dessus. La gendarmerie algérienne lui a tiré dessus, à bout portant. On voulait le tuer. Donc c'est miraculeusement qu'il a échappé à la mort. 10 ans après, donc ça veut dire il y a 20 ans, voilà, on l'a tué. Qu'il a tué jusqu'à présent, l'État algérien n'a pas prouvé son innocence. Il a été accusé par tout un peuple qu'il était l'assassin de l'Ounes, et jusqu'à présent, on n'a pas eu une preuve de l'innocence de l'État algérien. En tout cas, cet État n'a rien fait pour faire en sorte qu'on sache qui a tué l'Ounes. Et l'Ounes, toute sa vie durant, il a combattu l'État algérien. Il a combattu l'idéologie qui porte cet État algérien. Laquelle, l'idéologie, c'est l'idéologie arabo-musulmane. Aujourd'hui, on n'a pas besoin d'aller dans des analyses pour prouver que l'Ounes a combattu cette idéologie, et il a été quelqu'un qui a toujours qui s'est battu pour la mazérité, pour la liberté. Et aujourd'hui, ça a commencé déjà il y a quelques années, l'État algérien ose vouloir faire un musée au nom de Ma'toub l'Ounes, et le culot de cet État, c'est qu'il est arrivé jusqu'à vouloir faire ce musée à Thawri Moussa en intégrant la maison de celui qui les a toujours combattus. Bien sûr, il s'agit d'une tentative d'instrumentalisation de la mémoire l'Ounes et de perversion de son combat. Parce que comment peut-on imaginer que ceux qui ont combattu l'Ounes, ceux qui lui ont tiré dessus il y a 30 ans, et ceux qui l'ont fort probablement tué il y a 20 ans, aujourd'hui osent prétendre à lui rendre hommage. Bien sûr, il s'agit d'une mascarade, et il est hors de question d'accepter cela. Le pouvoir ne pourra pas corrompre tout le monde, même s'il arrive à corrompre quelques cercles, mais il ne pourra pas corrompre tout le monde. Donc, il s'agit d'une question vraiment très sérieuse, et il faut que la Kabylie la prenne au sérieux, et on ne peut pas accepter une humiliation pareille. Le pouvoir nous agresse au quotidien, mais il y a des agressions qu'on ne peut pas accepter, il y a des humiliations qu'on ne peut pas accepter. Donc aujourd'hui, on a voulu inviter la veuve de Ma'toub l'Ounes, Nadia Ma'toub, qui est là avec nous, et on aimerait bien, bien sûr, que Nadia donne son point de vue et nous cause de cette affaire. D'autant plus que la maison que l'État algérien souhaite intégrer dans son soi-disant musée, c'est une maison qui appartient à Nadia. Elle appartient à la veuve, forcément. Alors, on aimerait bien savoir déjà si Nadia est au courant de tout ça, et qu'est-ce qu'elle en pense. Donc, voilà, on remet à Nadia. Zulf Laoun, donc, qui était déjà dans ma déclaration, ça fait 2 semaines à chaud. Bien sûr, comme je l'ai exprimé, j'ai exprimé enfin un étonnement sur le fait que je n'ai pas été bien sûr informée, absolument pas. Comme tout un chacun, je l'ai su par voie de presse. Je rebondis juste, tout à l'heure, il y a des choses graves qui se passent, mais aujourd'hui, on parlera de l'affaire du musée qu'ils veulent faire au nom de l'Ounes. Donc je dirais, mais justement, il y a un lien, donc on ne peut pas
parler justement de faire un musée au nom de Matoulounès comme quelque chose d'honorable, alors qu'il y a des choses graves qui se passent. Donc il faut juste qu'on rappelle ce que représente Matoulounès, la liberté de penser, la liberté de s'exprimer. Donc, tout à l'heure, donc, moi aussi, j'ai été pour rendre visite à la famille Marzouk Touati, donc, qui a été condamné à 7 ans de prison ferme pour intelligence avec l'ennemi, sans aucune preuve. Donc, sa famille a subi, particulièrement Yemès, a subi l'enfer. On lui a fait subir l'enfer parce qu'elle a été surveillée, elle a été malmenée par les comportements des autorités. Atham Tothagui est arrivée au point, elle doutait même Gmis. Donc, quand même, il y a un travail, je veux dire, psychologique, une agression psychologique sur les personnes. Donc, Archichegui, donc, qui doit avoir la trentaine, je fais Rachel Saad Lamar. Zarachegui, et c'est ce combat que l'on s'incarne. Défendre justement les plus démunis contre l'injustice. Tout d'abord, aussi les militants indépendantistes, souverainistes, autonomistes, qui ont beaucoup subi, qui subissent encore. Et ils n'ont pas arrêté justement Erthouran, c'est la même chose. Donc on les arrête. J'ai eu une seule expérience, et ça m'a vraiment, ça m'avait vraiment rendu vraiment furieuse. J'étais étonnée de la patience de Wigini qui subissent de ces jeunes, qui subissent ces agressions au quotidien. Donc voilà, on vous arrête. Tu n'as rien à dire. Tu attends jusqu'à ce que voilà, on te libère. Parce qu'il y a un climat de peur. Ils ont installé un climat de peur et Rachid préfère ne rien faire en cas où, sinon pour ne pas provoquer le pire. Donc, derrière l'affaire du musée. Ouais, Donc, juste pour rappeler, déjà en 2016, il y a eu aussi le début de tout ça. Donc, tentative aussi de classement de patrimoine national et culturel algérien. Donc, tout le monde connaît mon avis et sait ce que, les démarches effectuées dans ce sens. Donc, on avait répondu à mes démarches en disant que voilà, suspendu. Effectivement, ces démarches de classement sont suspendues. Quand on dit suspendu, c'est pour ça que je me suis exprimée à l'époque en disant que voilà, on ne peut que dire notre satisfaction, mais ça ne veut pas dire que c'est terminé. Ça recommence. Et bien sûr, si j'ai été informée, alors que là, je parle dans ma déclaration, je me suis exprimée, j'ai exprimé mon point de vue, je me suis exprimée en tant que veuve, donc héritière de Ounès Matoub, et j'ai le droit aussi je me suis aussi exprimée en tant que personne qui aime Matoub Lounès et qui se reconnaît aussi dans ce combat. Je voudrais dire par rapport à Thioufaya Guinée, c'est que des fois, là, je me retrouve, par exemple, à essayer d'expliquer. Je pense qu'on va un peu loin en essayant d'expliquer pourquoi je m'exprime. Souvent, c'est pas évident. Mais obligé, il faut qu'on s'explique, il faut qu'on s'exprime, il faut qu'on dise pourquoi nous avons cette idée ou nous avons cette opinion ou cette position de refus. Donc, je rappelle quand même le régime. Donc, le régime, quand je dis Indi, ça veut dire 20 ans en arrière, 30 ans en arrière. C'est le même, Iglen. Ça n'a pas changé. Vouloir honorer Matoub Lounès, je veux juste savoir, c'est quoi pour honorer Matoub Lounès? Donc, Matoub Lounès incarne un combat.
la liberté d'expression, la liberté de penser. Il se sentait, lui, c'est lui qui va défendre les plus opprimés. Parce que bon, on joue beaucoup avec cette histoire aussi de Thamazir. La laïcité, tout à l'heure, cette volonté de continuer l'endoctrinement religieux, il n'a pas cessé. Donc, alors, son œuvre témoigne encore de tout ça. Ce qu'ils veulent dire par honorer. Je n'ai pas compris ce qu'ils veulent honorer. Donc, et maintenant, ce qu'on dit souvent, c'est surtout l'UNES s'est battu pour Thamazir, langue nationale officielle Tkfa. Donc, si j'ai choisi dans ma déclaration de reprendre انتي اسمها مزيغ مثيل الاستهراء ماذا قال ثورة ثمازيغ maintenant تروح pour représenter cet endoctrinement. Si on nous endoctrine Staraf, on va nous endoctriner Thamazir. Ça a déjà commencé. Donc voilà. Je pense que pour moi, d'abord la liberté, l'évolution et tout ce qui va avec. Enfin, je veux continuer par rapport à ça. L'affaire Lounès, effectivement, on ne connaît pas la vérité. On ne connaît toujours pas la vérité sur l'assassinat Lounès. Et je me suis toujours exprimée sur le fait que la justice n'a pas fait son travail. Et plus que ça, donc il ne faut pas oublier que en 98, il faut savoir aussi que qui ont été déchirés et qui ont subi quand même c'est des jeunes, ils avaient toute leur vie. J'ai l'impression qu'on a tendance, quand on parle de ceux qui ont été assassinés, enfin, on cite une phrase et ça va, mais ces familles sont déchirées à jamais. Je continue sur le sujet de la justice. Il faut savoir que les parents, on leur a demandé, la justice ou les autorités qui on leur a demandé de se taire. Donc, est-ce que enfin, des autorités qui représentent ce fonctionnement peuvent honorer Matoulounès? C'est une impossibilité. 99, c'était déjà le président actuel, Eglen. 2001, combien de personnes? Et majoritairement, c'est des jeunes. Et on garde encore l'image de ces jeunes qui ont été... Oui, ça va. Oui, 130 personnes qui ont été assassinées en 2001. Et à ce jour, l'État algérien ne s'est jamais, jamais excusé. Non, alors, non, c'est pas qu'il s'est excusé. Il ne s'est jamais reconnu. Il n'a jamais reconnu. Il n'a jamais dit qu'il a causé un quelconque tort. Et plus que ça, on n'a jamais rendu justice. Oui. Et leurs assassins indemnes. Donc, il ne s'agit pas de... Et sans oublier les milliers de blessés. Les milliers de blessés, sans oublier les milliers de blessés et de mutilés qui gardent des séquelles à jamais, pour toujours. Il y en a aussi, même qui ont été blessés en 98. Justement, pour exprimer leur souffrance et le choc qu'ils ont reçu suite à l'assassinat de Matoulounès. Donc, qui n'était pas et qui n'est pas n'importe quelle, on va dire, personne, il est encore en nous. On est là. Et je dirais maintenant qu'apparemment, donc il y a des financements disponibles, énormément de financements disponibles. Il faut savoir qu'au Guinée, il y a des jeunes qui ont été donc handicapés à vie. J'ai déjà vu 98 devant l'hôpital Tizi Ouzou. Il ne peut pas subvenir à ses besoins. Il a fait tellement de démarches et donc il a fait appel même aux organisations des droits de l'homme et tout ça. Donc, ils ont des disponibilités de financement. Je pense qu'il vaudrait mieux qu'ils s'occupent de leurs victimes.
qui s'occupent de leurs victimes, effectivement. Et je dirais autre chose, Matoub Lounes n'a pas besoin d'ornements superflus. Matoub Lounes, c'est quelqu'un du peuple, c'est un homme du peuple, c'est un artiste du peuple. Il se kif kif. Et nous là, kiff kiff. Je dirais une chose, c'est que moi je ne pense pas, effectivement, il y a des constatations qu'on peut faire, des constats qu'on peut faire de graves, moi je le. Mais bon, moi je dirais autre chose par rapport à la jeunesse, parce que j'en ai rencontré. Donc par exemple, j'en ai rencontré comme le comité de soutien de Mazouk Touati, celui qui est parmi qui le représente Yanis Adjilia, d'autres, les souverainistes, et d'autres dans d'autres associations, des villages. Moi, je garde le contraire, ce que j'ai ressenti des fois quand je les écoute. Ils sont tellement intelligents, ils sont pleins de bonne volonté. Ils ont juste besoin d'aide. Donc, voilà ce que je peux dire par rapport à ces tentatives de récupération de la mémoire lounès. Tanmir, Nadia, donc le message est clair. Nadia Maatoub s'oppose énergiquement d'ailleurs, parce qu'il s'est exprimé par écrit, par une déclaration, par d'autres actions qu'il effectue, énergiquement par rapport donc contre ce pseudo, cette mascarade de soi-disant musée que l'État algérien veut dédier à Maatoub Lounes, à Théodoret Moussa, en intégrant sa maison. Il faut savoir aussi, ce qui est important aussi, c'est qu'il y a des gens qui commencent à se mobiliser, à s'exprimer. C'est le cas d'un certain nombre d'Amazirs à travers Tamazra, qui ont, le 19 septembre dernier, qui ont rendu public une déclaration par laquelle ils dénoncent cette manœuvre de l'État algérien, et ils disent leur refus de voir l'État algérien se mêler de la mémoire de l'ONS, une mémoire qu'ils disent appartenir au peuple kabyle et au peuple amazigh. Et le peuple kabyle et le peuple amazigh, on ne peut pas imaginer qu'ils puissent accepter qu'ils soient humiliés et qu'ils puissent accepter que la mémoire de l'ONS soit souillée, qu'ils puissent accepter que le combat de l'ONS Maatoub soit perverti. Donc, si vous voulez, cette déclaration, elle est signée à Katoura par quelques 300 personnes, tout citoyen, d'ailleurs amazigh ou pas amazigh, tout citoyen du monde peut la signer. Toutes les personnes qui pensent que cette action de l'État algérien doit être dénoncée et l'État algérien doit s'éloigner, ne doit pas s'approcher de la mémoire de l'ONS. Donc, ils ont la possibilité de la signer. Donc, c'est une déclaration qui est mise à signature sur un site qui s'appelle Pétition publique. La déclaration est mise. La mémoire de l'ONS Maatoub appartient au peuple kabyle et au peuple amazigh. Mais cette déclaration, on peut la trouver sur thamazra.fr, sur notre site internet, thamazra.fr. Thamazra.fr, c'est TAMAZGHA.fr. On peut aussi écrire à ce groupe, à ces gens qui ont fait la déclaration, à défense.mémoire.matoub@gmail.com. défense.mémoire.matoub@gmail.com. peut-être à la fin ميغورياد كارغوخوز ارتغالا ادنغار la déclaration à Guinée. Sinon, sachez que vous pouvez la signer, vous pouvez inciter tout le monde à la signer. J'ai oublié aussi, c'est une déclaration qui existe sur Facebook. Il y a une page sur Facebook, c'est Défense de la mémoire de Maatoub Lounes, où il y a la déclaration où les gens peuvent la signer. Donc là, avant de passer à autre chose, d'accord, donc la musique on la laisse pour après, ok. Donc là, on va donner la parole
Tout autre sujet, voilà, puisque exactement. sur la radio, donc Awalni Maziran, comme vous le savez, nous sommes donc pour rappel sur Radio Fréquence Plurielle Paris, et c'est une radio qui est dédiée aux luttes des peuples partout où ils sont. Donc nous allons Voilà. accueillir des amis Sylvain qui et luttent. Aurélie qui vont nous parler d'une action que leur collectif, le CSCA, Nita Sinan d'ailleurs, donc organise. Voilà, donc on leur donne la parole pour qu'ils nous présentent leur action. Aurélie, Sylvain. Sylvain. On remercie Tamazra et donc l'émission de nous inviter. Donc nous sommes le comité de solidarité avec les Indiens des Amériques. On est un comité qui a été fondé en 1978 pour répondre à l'appel des différentes organisations autochtones des Amériques qui se mobilisent pour la défense de leur terre, de leur culture, de leur langue. Donc ça fait écho effectivement avec le peuple amazigh. Totalement. Et notamment, ce sont à partir de 1977 que ces peuples ont fait la stratégie internationale qui va amener en 2007 à l'adoption de la Déclaration des droits des peuples autochtones, où effectivement, en tout cas le monde amazigh, les Berbères ont participé, et ça a été un mouvement très important au sein du groupe africain justement qui luttait pour la reconnaissance de l'autochtonie en tout cas et de la défense des droits des peuples sur la terre africaine. Donc nous on est un comité de solidarité qui essaye de répondre aux mobilisations des organisations de base amérindiennes, donc des peuples autochtones qui vont de l'Alaska jusqu'à la Terre de Feu, donc jusqu'à Argentine, Patagonie. Donc on va fêter nos 40 ans et en fait chaque année autour du 12 octobre, puisque le 12 octobre c'est une date qui est très symbolique puisque c'est la date où les communautés Arawak et Taino ont accueilli Christophe Colomb et ses marins et les ont sauvés puisqu'ils allaient mourir du scorbut. Oui, c'est et en fait ce qu'ils ont eu en retour, c'était un génocide non reconnu et 525 ans de résistance de leur communauté, de résistance effectivement à la colonisation. Donc en fait, à l'ONU en 1977, la première délégation autochtone qui venait des Amériques a demandé que le 12 octobre soit rendu aux peuples autochtones des Amériques, notamment en changeant donc, la dénomination qu'il y a aux États-Unis, qui est la journée de Christophe Colomb, qui est un jour férié, ou en Amérique latine, qui était, et heureusement ça a changé dans de nombreux pays, comme le jour de la race, mais le jour de la race, c'était les conquistadors, c'était affirmer l'hispanité et le caractère latin, mais tout en niant les droits des peuples sur leur terre et bien sûr à leur langue et à leur culture. Et donc chaque année, on organise des événements où on fait venir des représentants autochtones des 3 Amériques pour qu'ils puissent, eux, témoigner. Notre organisation, on est juste un trait d'union entre ces organisations, communautés en lutte, et on leur donne la parole et on utilise chaque année, effectivement, la tribune de la journée internationale sur la journée internationale de solidarité avec les peuples amérindiens, les peuples autochtones des Amériques. Donc on leur donne une tribune. Et donc cette année, on va célébrer nos 40 ans. Et donc pour ouvrir ce mois d'octobre, on va d'abord l'inaugurer avec une exposition qu'on organise à la Galerie Orenda. Donc c'est 54 rue de Verneuil, dans le 7e arrondissement de Paris. Et cette exposition va être dédiée au peuple autochtone Kalinia de Guyane, pour aussi mettre en exergue le fait qu'il y a encore des peuples autochtones sous domination française. Et donc à cette occasion, on va accueillir Clarisse da Silva et Yann Kayamare. Donc tous deux Kalinia, ils sont membres et sympathisants du collectif jeunesse autochtone de Guyane, donc qui se bat contre le projet minier Montagne d'Or, donc actuellement en cours en Guyane dite française. Donc à cette occasion, il y aura une exposition de peinture acrylique sur toile et dessins aquarelles originaux donc de ces 2 artistes, et ce sera aussi l'occasion d'insister sur les enjeux de la lutte
contre ce projet minier qui menace 6 peuples autochtones en Guyane. Tu peux juste nous rappeler les dates de cette expo, s'il Du te plaît? 4 au 7 octobre, donc 2018, au mois d'octobre. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Merci beaucoup, merci Aurélie, merci Sylvain. Ouais. Donc il y aura aussi d'autres conférences le 12 octobre, puisque c'est Oui, la journée. le jour, Ouais. Donc ça sera à la colonie l'après-midi. Et le soir, il y aura un concert avec des jeunes autochtones qui ont notamment lutté à Standing Rock contre la construction d'un pipeline. Ça a été très médiatisé. Et qui vont, par l'art justement aussi, mais en tant que chanteurs. Et voilà, ils utilisent le vecteur du hip-hop aussi pour parler de leur combat. Et le 13, à la salle Gendarme, de 14h à 22h, salle Gendarme dans le 2e arrondissement. Là, il y aura une conférence, etc., où les différents délégués pourront témoigner. Donc, on vous invite à venir. Tout le programme est sur le site de notre association, qui est donc www.cia-nitasinan, NITA2SINAN.org. Je le répète peut-être une fois. www.cia-nitasinan, alors NITA2SINAN.org. Il y a un numéro de téléphone où on peut vous joindre? Alors, on a répondeur, c'est 01 43 73 05 80. Merci beaucoup. Et juste pour finir, c'est un honneur aussi de rencontrer la veuve de Lounès Matou, parce qu'on a parlé de ses combats pour la justice, et c'était effectivement la justice en Kabylie, mais c'était quelqu'un qu'on avait rencontré dans nos 40 ans de lutte, et il avait rencontré notamment Bobby Castillo, qui était un Apache et Chicano, qui était le compagnon de cellule de Leonard Peltier, un prisonnier politique qui est toujours incarcéré aux États-Unis depuis 43 ans. Et donc, Lounès Matou avait rencontré Bobby Castillo à Ménilmontant pour créer des ponts entre les luttes. Et donc, ça représente bien. Et donc, on s'associe justement à la mobilisation pour que effectivement, ce musée ne soit pas construit sans la volonté de la famille et du peuple amazigh. Merci beaucoup, Telmef. Merci beaucoup. Voilà, Merci donc d'être passé. on va passer à une musique qui nous vient de loin. C'est Aynur Dogan. Et on dira après qui est Aynur Dogan.
كم دوغازن بمرا وارن شورة دلوم دوغازن بمرا وارن جنگه هاي هاي مجيجي كردانم شيرينم شنگنم هبيرا مردانم هاي هاي مجيجي كردانم شيرينم شنگنم هبيرا مردانم هاي هاي مكليلكي كردانم دردن زنان بربند و سرهلدانم هاي هاي مكليلكي كردانم دردن زنان بربند و سرهلدانم أول لمزيغان تذويلت نتمزغا دي راديو فريكونس باري بلوريال 106.3 دونك تذويلت دي تعدي نفري دي وقو الاثنين مزوارو دي السبعة على ماد 8:30 لا موسيقى كي متسلمة كينيا c'est une musique kurde Aynur Dogan Tsakshish, c'est Mekan Aynur Dogan. Alors, la chanson, c'est très simple. Je résume en 2 mots ce qu'il dit. C'est un appel à la fille, à la femme kurde. C'est un appel pour que ces femmes kurdes rejoignent le combat. Et quel combat? Le combat pour la liberté, le combat pour la vie, le combat pour la libération du Kurdistan. Pardon. دونك الساقيني غتندقينا تمداكلتنا مقارن إيفين qui est une citoyenne kurde et qui s'intéresse bien sûr qui est au sud de la question kurde, des affaires kurdes. Aujourd'hui, on a choisi donc de donner la parole aux Kurdes pour qu'on puisse entendre leur voix sur Awalni Maziran. D'abord, on a décidé de faire ça parce que c'était un choix de notre organisation Tamazra et de l'émission. C'est que Tamazra, tout en se battant pour la libération de Tamazra, la libération du peuple amazigh, l'accès des Amazighs à leur souveraineté, mais en même temps, on est sensible au combat des peuples qui se battent pour leur liberté et qui subissent les injustices des dictatures. Donc à travers le monde des ennemis de la vie. Et les Kurdes est un peuple qui mène un combat, un noble combat depuis des décennies, voire plus. Donc on a envie aujourd'hui de leur donner la parole, d'autant plus que les Kurdes aujourd'hui, ils traversent une situation dramatique. On va pas, on va laisser notre ami bien sûr nous parler de ça, mais ce qu'il faut savoir, c'est que les Kurdes, ils se battent contre plusieurs États. Il y a au moins l'Iran, l'Irak, la Syrie, la Turquie. Il y a au moins 4 États, c'est ça, qui sont mobilisés contre les Kurdes, qui ont programmé l'éradication des Kurdes. Et ces derniers temps, ces dernières années, avec la lutte, la soi-disant, la prétendue lutte contre le terrorisme et l'islamisme, les Kurdes, ils ont joué un rôle très important dans la région. Et ils ont été de véritables soutiens, les seuls soutiens du monde dit occidental qui, soi-disant, veut éradiquer ce terrorisme. Les seuls qui l'ont soutenu et les seuls qui ont mené vraiment un véritable combat. Et d'ailleurs, c'est grâce aux Kurdes que les islamistes, que ce qu'on appelle Daesh, a reculé. Donc là, ce monde occidental, ces puissances ont eu besoin des Kurdes, ils ont fait appel à eux. Et le jour, quand ces islamistes ont reculé, le terrorisme a reculé, malheureusement, on a lâché les Kurdes. Et on a laissé le terroriste Erdogan, le dictateur Erdogan les attaquer. En ce moment, c'est l'Iran qui les attaque. On les attaque de toutes parts. Et le monde reste silencieux, ce qui est quand même scandaleux pour ces États, à commencer par la France, parce que nous, on est en France, et c'est important de dire que cette République, cet État français en tout cas, cautionne des choses inadmissibles. Donc aujourd'hui, ils font face à tous ces États-là. Ils sont en train vraiment de lutter pour leur survie, parce que ces États usent de tous les moyens pour en finir avec le combat kurde. Donc, sans trop tarder, je vais donner la parole à notre ami Evin, qui va nous dresser un état des lieux de la situation chez les Kurdes aujourd'hui. Bonsoir.
Donc, je ne sais pas trop par où commencer, mais voilà. Donc, on a beaucoup parlé des Kurdes ces derniers temps grâce à la lutte contre Daesh en Syrie et en Irak. Donc, la bataille de Kobané, il y a déjà plus de 3 ans. Et malheureusement, on a eu Afrin, il y a plusieurs mois, en mars, qui a été envahi après 3 mois de combats acharnés d'une puissance de l'OTAN qui est arrivée avec ses chars, ses avions et plus des djihadistes alliés en Syrie. Donc on a assisté à un massacre, à un changement démographique dans la région, des centaines de milliers de Kurdes qui ont dû fuir l'armée turque pour éviter encore un génocide. Donc pour les Kurdes, c'est un drame absolu, l'invasion d'Afrin. Donc, on a l'impression que la Turquie a pris sa revanche sur Kobané en envahissant Afrin. Donc, parce que Daesh était soutenu quand il y a eu la bataille de Kobané. Et donc, c'était une défaite pour la Turquie. Et l'invasion d'Afrin, c'était la revanche de la Turquie sur les Kurdes avec ses djihadistes. Et aujourd'hui, Afrin est de nouveau au devant de la scène avec l'histoire en fait, apparemment, Erdogan veut prendre les djihadistes qui sont à Idlib, selon l'accord qu'il a conclu avec la Russie, pour les emmener d'Idlib à Afrin et une autre ville qui est, je ne sais plus le nom, mais en tout cas surtout à Afrin pour les Kurdes. Et voilà, pour qu'ils combattent les Kurdes. Ah oui, à Manbij aussi, parce que Manbij est pour l'instant sous le contrôle des forces démocratiques syriennes, une alliance arabo-kurde, etc. Donc ça, c'est très menaçant pour les Kurdes en Syrie. Mais par ailleurs, tout à l'heure, tu parlais des Occidentaux qui auraient lâché les Kurdes. En fait, dans l'attaque d'Afrin, ce n'était pas tant les Occidentaux, même si la Turquie fait partie de l'OTAN. Donc, en partie, l'OTAN est coupable, mais par ailleurs, c'est la Russie qui a un petit peu lâché Erdogan, puisque cette zone était sous le contrôle aérien de la Russie. Donc, sans l'accord de Poutine, la Turquie n'aurait pas pu entrer, parce que l'espace aérien est dans les mains de la Russie dans cette région-là. Donc, Poutine a voulu attirer la Turquie dans la région pour embêter les Américains, parce que aussi il y a la Manbij. Et bon, ça n'arrange pas trop le régime syrien que la Turquie soit en Syrie et que ces régions-là, à terme, la Turquie veut par exemple annexer Idlib et Afrin, qui sont c'est le territoire syrien. Et ni les Kurdes ni les Syriens veulent une annexation à la Turquie de ces terres-là. Donc, du coup, les Kurdes veulent bien quand même un peu négocier avec le régime syrien pour que la Syrie ne parte pas en miettes. Pour l'instant, le régime syrien n'est pas trop d'accord parce qu'il ne veut pas un régime décentralisé où chaque région s'autogouverne. Donc, lui, il veut juste décentraliser au sens... bon, il y a des régions, mais c'est quand même... ça dépend d'un régime centralisé. Donc ça... On ne sait pas trop où on va. Sinon, pardon, donc je disais à Afrin, donc il y a déjà quelques groupes djihadistes. Il y a aujourd'hui, par exemple, j'ai vu une info comme quoi il y avait Daesh et Al-Nosra, qui est aujourd'hui, ça a un autre nom, on dit HTS, mais qui ont fait une réunion pour décider de se créer un front commun pour avoir plus de force dans la région, dans les négociations avec la Turquie. Ils ont fait une alliance, quoi. Voilà, une alliance. Donc, sinon, la région, les enlèvements, les meurtres, tortures, viols, changement démographique, donc, et puis la spoliation de la terre, etc., la nature brûlée, les arbres coupés, les oliviers, là, on en voit des milliers d'arbres abattus. C'est une politique de terre brûlée parce qu'on se dit, en fait, vous voulez envahir cette région, normalement, on ne devrait pas détruire la nature parce que ça vous apporte ces oliviers, etc., cette nature. On a l'impression que la Turquie, au fond, elle pense qu'elle ne va peut-être pas rester là, mais au moins tout détruire. Quoi. C'est la terre brûlée, le déluge, quoi. La politique de la terre brûlée. Donc, c'est ce qu'elle avait fait dans les régions kurdes qui étaient dans le territoire turc. Voilà. Donc, les Kurdes sont face à un génocide qui dure depuis des décennies, voire des centaines d'années. Mais après la chute de l'Empire ottoman, ça a pris
un tournant un peu particulier dans le sens où le nationalisme turc qui se veut, sa devise c'est une nation, une langue, un drapeau, une religion. Donc qui nie les richesses, donc la diversité, la pluralité des peuples de la Mésopotamie et de l'Anatolie. Donc il n'y a pas que les Kurdes qui ont été massacrés. Donc il y a les Arméniens, il y a les Grecs, il y a les Syriaques, il y a tellement de peuples. Toutes les minorités, quoi. C'était même pas des minorités, c'était... Les Kurdes ne sont Les pas Kurdes, minoritaires. non, les Kurdes, c'est pas des minorités, je parle des autres, ouais. Oui, mais à l'époque, quand il y a eu les massacres, 40% de la population de la Turquie actuelle étaient non musulmans, non turcs. Donc 40%, ça ne fait pas une minorité. Ah bah non, bien sûr, bien sûr. Bah oui. Donc aujourd'hui, on est à 1% de ceux qui ne sont pas musulmans. Ah non, 1 sur 1000 en Turquie, par exemple. On est passé de 40% à 1 sur 1000. Donc l'extermination a été efficace. Après, donc, en Iran, on parlait tout à l'heure il y a eu assassinats. des exécutions des prisonniers politiques. Donc, on parlait de Ramin Hussein, qui a été exécuté le jour même avec 2 autres prisonniers. Et on a eu 3 autres en parallèle, mais on n'en a pas beaucoup parlé. Donc, c'était tous soit c'était des défenseurs des droits des Kurdes qui luttaient pour les droits qui sont primordiaux au niveau des lois internationales, en fait. Parler sa langue, en quoi c'est un crime? Se dire kurde, en fait, je ne suis pas venue au monde, je n'ai pas décidé d'être kurde, en fait. Je n'ai pas choisi le lieu où je voulais naître ou ce que je voulais être, même. Voilà, je voulais. Donc, on n'est pas coupable de ce que nous sommes. Et donc, ces pays-là qui veulent exterminer donc, la culture, la langue, le peuple kurde entièrement. Ils s'entêtent à continuer et les Kurdes s'entêtent à lutter. Je ne sais pas, il y a des têtus de tous les côtés. On ne sait pas qui va sortir gagnant. Mais bon, il y a des bonnes choses quand même au Rojava, les partis qui sont sous la domination, on va dire, le contrôle des forces démocratiques syriennes, qui sont dirigées par le Conseil démocratique syrien. En fait, on dit la Syrie du Nord, ou le Rojava, qui est une partie de la Syrie du Nord, etc. Donc, j'accélère, on est arrivé à la fin. Donc il y a des bonnes choses, l'économie va bien, la sécurité, les gens ils sont plus confiants, et l'économie surtout grâce aux coopératives, etc. Et puis le rôle des femmes qui sont dans tous les domaines de la société, qui prennent la parole, tout est co-dirigé, il y a un homme et une femme qui dirigent tout, à tous les niveaux, même dans l'armée, éducation, santé, c'est vraiment un tout exemple ce que vous voulez. de démocratie. Tout ce qui est l'idéal qu'on espère avoir partout. Voilà. Merci beaucoup. C'est dommage. Bon, on aurait aimé bien sûr prolonger le temps pour avoir davantage d'informations, mais malheureusement, on doit céder l'antenne dans quelques minutes. Dans 2 minutes. Dans 2 minutes, dans quelques minutes, dans 2 minutes. Donc là, d'abord, avant de finir avec un morceau de musique, j'ai envie de donner quelques petites informations. Alors, il y a notre cher Azel Belkadi, l'artiste kabyle, qui nous fait des choses très intéressantes, parfois des merveilles, qui sera en concert à Saint-Denis le samedi 27 octobre 2018 à 19h30. Donc, c'est un concert qui est organisé par l'association Maison Amazère de Saint-Denis. Et il aura lieu à la salle ligne 13, comme la ligne 13 du métro qui mène vers Saint-Denis. Tout le monde la connaît. Saint-Denis. Cette salle se trouve aux 12 places de la Résistance et de la Déportation. Alors, pour tout contact concernant ce concert, vous pouvez appeler le 06 45 25 48 37, 06 45 25 48 37. Donc, Azel Belkadi en concert à Saint-Denis le samedi 27 octobre 2018 à 19h30. On a envie aussi de signaler la parution récente de l'ouvrage. Alors, l'ouvrage porte le titre Maktoub Lounès, la fin tragique d'un poète, et c'est écrit par le géant de l'écriture amazigh kabyle, notamment Youssef Zilem, même s'il s'exprime en français. Donc voilà. Alors il y a plein. Bon, on a prévu de vous parler de certaines informations très très importantes sur la situation en Afrique du Nord, sur des arrestations. Tout à l'heure,
Nadia avait évoqué Marzouk Touati, qui est arrêté, emprisonné injustement. Et il y a une mobilisation importante sur son cas. Nous appelons les auditeurs, les auditrices à s'intéresser à ce cas et à se mobiliser pour exiger sa libération. Il y a d'autres, il y a la situation dans le Rif aussi qui nous inquiète. Je suis désolée, mais tout ça, ça on en sera, parlera la ça prochaine sera, fois. On va faire ça à la prochaine fois. C'est promis. Donc, ثاني مرتم قرات, vous étiez avec Awelni Maziran sur Radio Fréquence Paris Pluriel 106.3. On vous donne rendez-vous le mois prochain. Merci beaucoup. À bientôt. On vous quitte en musique. Till